Il y a beaucoup de mythes autour de la première action de grâce. Par exemple, ils mangeaient de la bouillie de maïs et des anguilles, pas de la dinde et de la tarte à la citrouille. Il est vrai cependant que le chef Wampanoag Massasoit a réussi à établir la paix entre les pèlerins et son peuple, mais cette paix ne devait pas durer. Un demi-siècle plus tard, son fils, connu sous le nom de King Philip, a uni les tribus autochtones dans une guerre totale contre les colons de la Nouvelle-Angleterre. Ce qui allait suivre n'était pas seulement le conflit le plus meurtrier de la période coloniale, mais un moment décisif dans une bataille séculaire entre les États-Unis et les peuples autochtones. Je suis Joël Cook et bienvenue sur Écho du temps, où nous explorons les récits oubliés et les figures méconnues qui ont façonné notre histoire. Alors, qui a violé l'esprit du traité original de la première action de grâce? La réponse est loin d'être surprenante. La deuxième génération de colons anglais n'était plus satisfaite de pratiquer sa religion en privé ou de commercer pour sa survie. Leur population explosait et ils désiraient de la terre, beaucoup de terre. Ils développaient même un cadre juridique complet pour légitimer purement et simplement son appropriation. Jusqu'à ce moment, le chef Massasoit avait entretenu des relations très diplomatiques avec les colons. Mais au fil des décennies, les Anglais ont continuellement testé les limites des traités, finissant par les rompre complètement. C'est ici que le fils de Massasoit, King Philip, entre en scène. Son nom Wampanoag était Metacom, mais son père avait encouragé deux de ses fils à adopter des noms anglais en signe de respect pour leurs coutumes. C'est ainsi qu'il devint Philippe. Massasoit est décédé en 1661, Metacom ayant alors environ 23 ans. Son fils aîné, Wamsuta, connu des Anglais sous le nom d'Alexander, devint chef des Wampanoag. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment suspectes. Après avoir été convoqué à Plymouth, Alexander mourut mystérieusement. De nombreux Wampanoag soupçonnèrent un empoisonnement. Les relations, auparavant harmonieuses, devenaient de plus en plus tendues de jour en jour. Lorsque Philip devint chef après la mort de son frère, il poursuivit initialement l'approche diplomatique de son père, mais les colons ne cessaient de le provoquer. Dans les années 1670, le bétail des colons détruisait les cultures Wampanoag. Ils revendiquaient des terres par des achats douteux et les tribunaux de Plymouth affirmaient leur juridiction sur les affaires autochtones. En substance, ils agissaient comme s'ils étaient les propriétaires du lieu. En 1667, Plymouth établit encore une autre colonie sur des terres autochtones. Plutôt que de se battre, Philip négocia un paiement accepté pour la terre, mais il atteignait tranquillement son point de rupture. Il utilisa l'argent de la vente pour acheter des armes, se préparant à ce qui pourrait arriver, comme si la tension n'était pas déjà suffisante. Et ce n'était que le début d'une escalade qui allait révéler la véritable nature de la coexistence. En 1675, un tribunal colonial condamna 3 hommes Wampanoag à mort et les exécuta. Leur crime présumé, le meurtre d'un converti autochtone au christianisme qui espionnait King Philip pour le compte des colons. Cet incident mit en lumière une fracture grandissante à l'époque. Certains autochtones se convertissaient au christianisme et passaient beaucoup de temps auprès des colons, n'étant pas toujours loyaux envers leur communauté d'origine. C'est un détail crucial pour la suite de notre histoire. Pour les Wampanoag, l'exécution de 3 des leurs fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Les Wampanoag avaient leur propre système de droit et d'ordre, leur propre manière de punir les transgressions. Les colons pensaient-ils vraiment qu'ils pouvaient simplement enlever leur peuple et le mettre à mort sans conséquence? Philip atteignit sa limite. Il était convaincu que la coexistence n'était plus possible. La subjugation totale des peuples autochtones était inévitable, à moins qu'ils ne ripostent. Bien sûr, cette guerre aurait pu être évitée. Même le Parlement anglais avait averti les colons qu'ils ne soutiendraient pas un conflit et les avait mis en garde d'exercer de la retenue, considérant cela comme un tracas inutile. Mais, signe avant-coureur des événements futurs, les colons choisirent d'opérer, disons, indépendamment de la Grande-Bretagne. Ils estimaient pouvoir gérer cette petite rébellion par eux-mêmes.
Après tout, à quel point cela pouvait-il être difficile? Philippe comprit l'importance de bâtir des alliances intertribales, une démarche sans précédent à cette échelle contre les agresseurs coloniaux. Sa coalition réunit finalement les tribus Wampanoag, Nipmuc, Podunk, Narragansett, Nashaway et Wabanaki, forgeant une alliance qui s'étendait sur toute la Nouvelle-Angleterre. En juin 1675, les guerriers Wampanoag attaquèrent leur première colonie, marquant le début officiel de ce qui allait être connu sous le nom de guerre de King Philip. Dès l'hiver, les colons vivaient dans une terreur authentique. Les forces de Philippe avaient attaqué plus d'une douzaine de colonies à travers la Nouvelle-Angleterre. En mars 1676, ils incendièrent Providence, dans le Rhode Island, la réduisant en cendres. Ce qui effrayait le plus les colons était la sophistication militaire des forces de Philippe. Les guerriers autochtones utilisaient des tactiques de guérilla pour lesquelles les Anglais, entraînés à la guerre de style européen, étaient totalement impréparés. Les guerriers autochtones étaient des tireurs d'élite supérieurs, ayant grandi à la chasse avec des armes de précision comme des arcs et des flèches, des lances, des tomahawks et des massues de guerre. L'entraînement de la milice anglaise se concentrait sur le tir de grandes volées indistinctes et non sur l'atteinte de cibles précises. Ainsi, même si les colons avaient apporté les armes à feu dans le Nouveau Monde, les forces de King Philip étaient déjà bien meilleures pour les utiliser. Les forces autochtones apparaissaient, frappaient, puis disparaissaient de l'autre côté des rivières, après avoir détruit les ponts derrière elles, laissant les colons bloqués, tandis que les Autochtones les raillaient depuis la rive opposée. Comme un guerrier autochtone se moquait des Anglais. Ils restent toujours en tas. Il est donc aussi facile de les atteindre que de frapper une maison. La bataille de Bloody Brook a parfaitement démontré à la fois la brillance tactique autochtone et la confiance excessive des Anglais. L'histoire raconte que, pendant la bataille, un groupe de colons traversait la forêt, lorsqu'ils s'arrêtèrent, posèrent leurs armes et commencèrent à cueillir des raisins. C'est une histoire difficile à croire, mais vraie. Ils furent alors pris en embuscade et massacrés par environ 700 guerriers autochtones qui les attendaient. La guerre de King Philip fut le conflit le plus meurtrier de la période coloniale en termes de pourcentage de population tuée. Des taux de perte de cette ampleur ne seraient plus revus avant la guerre de sécession américaine. Et pendant une bonne partie du conflit, les colons subirent la majorité des pertes. S'ils voulaient rester en vie et demeurer en Nouvelle-Angleterre, les colons devaient se ressaisir. Fini les balles manquées à chaque tir, fini les regroupements en plein air, et fini les pauses pour des friandises. Et si Philippe parvenait à coordonner les tribus, ils devaient eux aussi coordonner leurs colonies. L'hiver de 1675 marqua le tournant de la guerre. Les forces anglaises du Massachusetts et du Connecticut s'accordèrent enfin et attaquèrent un fort autochtone. Les guerriers étant absents, les colons tuèrent de nombreuses femmes, enfants, personnes âgées et blessées. Mais ce qui était clairement une atrocité, même selon les normes de l'époque, donna aux Anglais l'élan nécessaire pour continuer le combat. Ils évoluèrent également. Vous vous souvenez des convertis autochtones au christianisme mentionnés plus tôt? Les Anglais, eux, s'en souvenaient et sollicitèrent leur aide. Les commandants coloniaux commencèrent à déployer des unités mixtes combinant des soldats coloniaux avec des alliés autochtones qui comprenaient le terrain et les tactiques de guérilla. Les résultats furent spectaculaires. Comme le dit un ministre puritain, « Là où les Indiens sont employés, le succès a été le plus grand, si ce n'est le seul succès. » Dès l'été 1676, les forces de Philippe étaient épuisées et dispersées. Puis vint la tragédie personnelle. L'oncle de Philippe fut tué, et sa femme ainsi que leur jeune fils furent capturés et vendus comme esclaves. Le courage et la détermination de Philippe
avait été le pilier de cette lutte. Cette perte fut dévastatrice, non seulement pour lui, mais pour toute la cause. Une armée coloniale mixte traqua Philippe jusqu'à Mount Hope, son bastion ancestral. La colline d'où son père Massasoit avait régné en accueillant les pèlerins serait désormais le lieu où Philippe livrerait son dernier combat. À l'aube du 12 août 1676, les colons attaquèrent le camp. Philippe saisit son fusil et roula le long de la colline dans le marais où 2 colons l'attendaient. Un Anglais dont le fusil s'enraya, sans commentaire, et un converti autochtone au christianisme qui tira 2 balles en plein cœur de Philippe. La mort de King Philippe marqua la fin de la guerre, mais aussi la fin de toute prétention à la coexistence. Fini le temps des comptoirs commerciaux coopératifs et des repas partagés de Massasoit. À leur place, la suspicion mutuelle et la domination unilatérale s'installèrent. Le corps de Philippe fut démembré. Sa tête fut coupée et exposée sur une pique à Plymouth, où elle resta pendant plus de 20 ans comme un trophée et un avertissement brutal aux peuples autochtones de ne pas se rebeller contre le statu quo colonial. La fin de la guerre déclencha une violence généralisée contre les peuples autochtones à travers la Nouvelle-Angleterre. Les colons lancèrent des attaques non provoquées sur les villages autochtones, utilisant la guerre de King Philip comme justification pour des frappes préventives. Ce qui avait été une guerre devint un génocide. En conséquence de cette violence soutenue, le pouvoir politique et militaire autochtone fut presque éteint. Sur les quelques 18 000 Autochtones vivant en Nouvelle-Angleterre avant le conflit, environ 40% furent tués, réduits en esclavage ou contraints de fuir. Plusieurs tribus, dont les Wampanoag, furent presque entièrement anéanties. Et les colons ne se contentaient pas de commettre un génocide. À travers celui-ci, ils forgeaient une toute nouvelle identité partagée, une identité américaine. L'expérience commune d'une action coordonnée entre les colonies donna à ces colons la confiance qu'ils pouvaient se gouverner, mener leur propre guerre et prendre leurs propres décisions concernant l'expansion. Ils avaient d'abord vaincu, puis terrorisé les peuples autochtones, en grande partie sans l'aide de l'Angleterre, et parfois même contre les désirs de retenue de cette dernière. Un siècle plus tard, les révolutionnaires américains utiliseraient précisément le spectre de King Philip pour critiquer les autorités britanniques comme un mal similaire. Cette propagande manquait totalement de respect envers les innombrables peuples autochtones, dont les Wampanoag, qui avaient combattu pour la cause patriote. Ce n'est qu'une génération après la Révolution que des écrivains comme Washington Irving et James Fenimore Cooper commencèrent à parler de Philip et des Wampanoag comme de patriotes. Mais ces changements de ton ne ramenèrent ni les pertes ni les terres. La guerre de King Philip fut une lutte déterminée des peuples autochtones pour défendre leur souveraineté. Bien qu'ils aient combattu avec bravoure et aient failli l'emporter, la pénalité de la défaite fut lourde. Des siècles d'oppression brutale qui perdurent encore aujourd'hui. L'identité américaine fut forgée dans le creuset du génocide autochtone. Et une partie du mythe fondateur de la nation est que ce projet était achevé, que les Américains étaient devenus Américains en revendiquant le Nouveau Monde à ses anciens habitants. Aujourd'hui, la présence des peuples autochtones est trop souvent oubliée et niée, tout comme leur histoire de résistance. Mais cette histoire mérite d'être racontée. Et King Philip mérite d'être commémoré pour ce qu'il fut, le premier héros de la guerre d'indépendance américaine. Que pensez-vous lorsque vous entendez parler d'identité américaine? Partagez vos réflexions dans les commentaires. À la prochaine fois!